En 2001, son père a tué un homme de 27 ans. Lui l'a aidé à cacher le cadavre pendant près de 15 ans. Aujourd'hui, soit 23 ans après le meurtre, cet homme a désormais 44 ans. Il comparaît devant le tribunal correctionnel de Lyon pour recel de cadavre, un procès qui met fin à un cold case chaotique marqué par la perte d'une plainte déposée par la famille de la victime en 2008. La plainte s'était perdue. Je suis Dominique Rizet et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes. Bonjour Athénaïs Keller, vous êtes rédactrice en chef à bfmtv.com. Bonjour Dominique. Bonjour Maître David Metaxas, vous êtes l'avocat de la partie civile, la famille de Mohamed Abdelhadi. Avec vous, nous reviendrons sur les dysfonctionnements de la justice dans cette affaire. On va d'abord en parler avec Athénaïs sur cette affaire dont le procès s'est tenu mardi devant le tribunal correctionnel de Lyon. Oui, en deux phrases pour résumer. Donc le prévenu, vous l'avez dit, c'est un homme de 44 ans. Il est accusé d'avoir caché pendant près de 15 ans le cadavre de Mohamed Abdelhadi. Et Mohamed Abdelhadi donc, avait été tué en 2001 par le père de l'accusé. Comment expliquer que cette affaire se retrouve aujourd'hui devant le tribunal de Lyon, c'est-à-dire plus de 20 ans après la mort de Mohamed ? Et cette affaire, en fait, elle s'est passée en deux temps. Premièrement, la disparition de Mohamed Abdelhadi. Donc le jeune homme de 27 ans se volatilise en fait le 9 décembre 2001 à Villefranche-sur-Saône et dès le lendemain, sa sœur qui n'a plus de nouvelles signale sa disparition au commissariat. La famille de Mohamed Abdelhadi à partir de là met tout en œuvre pour retrouver le jeune homme. Elle multiplie les recherches mais elle ne trouve rien et c'est seulement 7 ans plus tard en 2008 que la famille dépose plainte pour disparition inquiétante au commissariat. Et cette plainte, en fait, elle a mystérieusement disparu. Ok. C'est une autre plainte déposée en mars 2015, on est bien longtemps après, qui va donc relancer l'enquête. Ouais, à nouveau 7 ans plus tard, en fait, c'est ça. Mais c'est une plainte qui, au départ, on pourrait dire n'a rien à voir, puisque c'est une plainte déposée pas par la famille, mais par une femme. Mais cette femme vient déposer plainte pour violence conjugale. Mais pas que, parce qu'elle accuse en fait 3 de ses proches, un père et ses fils, d'avoir tué Mohamed Abdelhadi. Logiquement, ils sont placés immédiatement en garde à vue et le père de famille reconnaît avoir tué la victime. Oui, il avoue tout. Il dit qu'il l'a frappé et poignardé à cause d'un vol de lecteur de disques. Et ses 2 fils confirment la scène. Ils expliquent aussi que le corps de la victime a été caché puis enterré dans un bois. Et ce corps, il a été caché à plusieurs endroits au cours de la décennie. Il a été déplacé, Athénaïs. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit en garde à vue. Les 2 fils, ils expliquent que le cadavre a d'abord été caché dans un placard chez eux, et puis qu'il a été déposé dans la cave de leur grand-mère avant d'être enfoui finalement dans un bois du Beaujolais. Ce corps, le corps de Mohamed Abdelhadi, il est finalement retrouvé en 2016, 15 ans après sa disparition. Alors le père a-t-il été jugé pour le meurtre du jeune homme de Mohamed ? Alors, vous l'avez dit, après ses aveux, le père, il est mis en examen pour meurtre et écroué. Son fils aîné, lui, il est mis en examen pour complicité, donc complicité de meurtre. Le fils cadet, en revanche, il est mis en examen pour recel de cadavre. Mais l'avocat du père a saisi la justice parce que l'avocat du père, il estime que le délai de prescription pour meurtre, qui est de 10 ans à partir du crime, et que ce délai est dépassé en fait, et qu'aucun acte n'a interrompu cette période de prescription. Pourtant, rappelez-vous, on en a parlé au début de ce podcast, la famille de Mohamed Abdelhadi avait déposé plainte en 2008 pour disparition inquiétante, mais cette plainte a disparu. Or, cette plainte, elle aurait pu interrompre ce délai de prescription. Donc, faute d'éléments suffisants, en fait, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré effectivement que le crime était prescrit. Donc, du coup, le père et son fils aîné bénéficient d'un non-lieu, puisque s'il n'y a pas de crime, il n'y a pas non plus de complicité de crime. Donc, ils n'ont pas été jugés pour le meurtre de Mohamed Abdelhadi, et seul le fils cadet, qui est donc mis en examen pour recel de cadavre, est aujourd'hui devant le tribunal parce que du coup il est accusé de recel de cadavre et qu'il se trouve que le délai de prescription dans le cas d'un recel de cadavre démarre le jour de la découverte du corps et pas le jour du meurtre. Donc contrairement au meurtre, le recel n'est pas prescrit dans cette affaire. Alors, on va dire Athénaïs que depuis ça a changé, le délai de prescription en matière criminelle qui était de 10 ans, il est passé à 20 ans. Qu'est-ce que le prévenu a dit à l'audience ? Alors, il a reconnu qu'il avait aidé son père à cacher le corps du jeune homme, mais il a dit qu'en fait, il était tétanisé, il était terrifié par son père qui était violent. Il a expliqué qu'il se sentait obligé. Il dit, j'ai fait en fait ce qu'on m'a demandé de faire, quoi, en gros. Et qu'est-ce qu'il risque en termes de peine ? Il risque, le procureur de la République a requis la peine maximale contre lui. La peine maximale, c'est 2 ans de prison ferme contre ce quadragénaire. Il a également présenté les excuses de l'institution judiciaire à la famille de Mohamed Abdelhadi et le jugement est mis en délibéré
au 7 novembre. Alors, on retrouve Maître David Metaxas. On va se partager les questions, Athénaïs, Ouais, bien d'accord, hein? Bonjour, Maître. Rebonjour. Vous êtes l'avocat d'une partie, de la partie civile au procès, la famille de Mohamed Abdelhadi. Tout à fait. Je défends. J'assiste les parents. Malheureusement, le père entre-temps est décédé, donc la mère, et puis presque l'intégralité des frères et des sœurs Une famille combative. de Mohamed Abdelhadi. C'est une famille combative qui s'est, entre guillemets, armée au fur et à mesure des épreuves judiciaires qu'elle a traversées. C'est ce qu'il faut rappeler, c'est que moi, je suis constitué en 2016 lorsque le père et ses 2 fils sont placés en garde à vue, incarcérés, et qu'on est conscient dès ce moment-là qu'il peut y avoir un problème avec la prescription. Ce qu'il faut préciser, c'est que l'institution judiciaire, au départ, se montre rassurante avec cette famille en disant « Non, mais on sait que vous avez déposé une plainte en 2008 pour disparition inquiétante, qu'il y a eu des actes de procédure à la suite de cette plainte et donc que la prescription a été interrompue. Donc vous pourrez avoir un procès. » La fameuse plainte qui s'est perdue. Comme ça. La fameuse plainte qui s'est perdue. Voilà, toute la difficulté, c'est que cette plainte, on l'a pas. On ne la retrouve pas. On sait qu'elle existe, elle a une date, une existence certaine. Elle a été enregistrée, on a des numéros d'enregistrement. Par la suite, on a des numéros de soit transmis qui mettent en œuvre l'action publique. On sait le parcours de cette plainte, enregistrée à Villefranche, puis transmise finalement au commissariat de Chalon-sur-Saône où il y a eu un signalement. Et à partir de Chalon-sur-Saône, plus de son, plus d'images. La plainte a disparu. Mais donc du coup, est-ce que c'est, selon vous, un dysfonctionnement de la justice ? Est-ce que le père et son fils aîné, ils auraient pu être jugés, en fait, le cas contraire, respectivement, pour meurtre et complicité ? Alors, nous, on en est convaincus. On est convaincus que cette plainte, elle a existé et qu'on aurait pu tenir un jugement. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui en sommes convaincus, puisqu'au départ, le juge d'instruction va refuser de constater la prescription. Là, il va y avoir un appel de son ordonnance qui dit non, il n'y a pas de prescription parce qu'il y a cette plainte. On va passer devant la cour d'appel, la chambre de l'instruction à Lyon. Et dans un premier temps, cette chambre de l'instruction va dire effectivement, c'est un crime occulte. Il y a eu une plainte, même si on la passe, c'est pas grave, c'est pas prescrit. Ce n'est que lorsque la famille va faire un pourvoi en cassation qu'à ce moment-là, la cour de cassation va dire non, il faut que cette affaire soit rejugée à Lyon parce qu'il y a un problème de prescription. L'affaire va être rejugée à Lyon et là, ils vont constater la prescription. Est-ce qu'on pourra aller devant une cour d'assises ? Moi, je garde l'espoir pour cette famille. En fait, il suffirait qu'on retrouve cette plainte un jour. Alors, je sais que les autorités judiciaires, et vous l'avez relevé d'ailleurs, je vous sais gré de l'avoir fait, le procureur de la République s'est excusé pour ce dysfonctionnement majeur de la justice. Il faut savoir que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ce dysfonctionnement-là, en considérant qu'effectivement, ce n'était pas normal, qu'il y avait une faute majeure du service public de la justice. Mais en l'état, comme vous l'avez rappelé, la seule chose qu'on puisse faire, en tout cas qu'on nous a donné, c'est un procès devant le tribunal correctionnel, avec un individu d'ailleurs qui est poursuivi pour recel de cadavres, mais qui selon nous a une action beaucoup plus importante, parce qu'il a reconnu lui-même au cours de la procédure qu'il avait participé à la scène de meurtre en tenant les pieds de la victime. Donc ça, on a beaucoup appuyé là-dessus. Moi, je l'ai repris dans ses interrogatoires. Il a dit qu'il s'était trompé, comme si on pouvait se tromper sur un détail pareil. Et finalement, en l'état, on ne peut lui reprocher que le recel de cadavres. C'est pour ça aussi que le procureur de la République s'est levé et a requis la peine maximale, parce que quoi qu'on en pense de sa participation au crime, de toute façon, ce qui est certain, c'est que ce recel, en dissimulant comme il a dissimulé le corps de la victime, a permis l'impunité totale d'un meurtrier et de son complice. Ce qu'il faut bien intégrer, ce que j'ai dû moi annoncer à la famille lorsqu'on nous a annoncé la prescription, c'est qu'un meurtrier qui avait reconnu son crime, qui a donné l'endroit précis de la localisation du cadavre, où on a retrouvé le squelette, les ossements de Mohamed, est en totale liberté. Mais oui, mais sans contrôle judiciaire, sans aucune mesure judiciaire. C'est ça qui paraît assez dingue. Sans rentrer dans des termes trop techniques, comment est-ce que vous expliquez que la prescription pour meurtre, en fait, soit pas la même que celle pour recel ? Parce que le recel est une infraction qui dure tant qu'on n'a pas retrouvé la chose recelée. Donc le délai de prescription n'a commencé à courir pour le recel qu'à partir du moment où on a trouvé le cadavre. Et on a retrouvé le cadavre dans le cadre de la procédure judiciaire. Donc aucune prescription pour le recel. En revanche, le meurtre est une infraction qui se prescrit du jour où ce meurtre a été commis, autrement dit le 9 décembre 2001. Et à l'époque, vous le savez, le délai de prescription était de 10 ans.
Et donc, si on suit le raisonnement appliqué par les juges aujourd'hui, le 9 décembre 2011, l'affaire était prescrite. C'est dur à supporter pour les victimes, mais on fait avec le droit. C'est frustrant parce qu'on sait que si les faits s'étaient produits aujourd'hui, on aurait un délai de prescription de 20 ans. Mais c'est comme ça, on n'a pas le choix, et c'est dur pour cette famille de se résigner à avoir, mais ne serait-ce que le receleur qui a participé au crime, parce qu'il était présent, à tout le moins il était présent au moment du crime, complètement libre. Ils sont libres, ces gens. Moi, j'ai essayé de les faire citer comme témoins à l'audience. Le meurtrier et son complice, ils n'ont même pas comparu. Le meurtrier disant qu'il avait un problème de santé et que du coup, il n'était pas en mesure de comparaître. Voilà, Ouais, on a des individus qui sont libres. On va rappeler pour ceux qui nous écoutent que le recel, je crois que c'est une infraction constante. C'est ça? Tout à fait. Infraction continue. Continue, Voilà. Continue, merci. Alors, Qui dure tant que l'objet n'a pas été retrouvé. Ouais, David Metaxas, avocat. Est-ce que est-ce qu'on pourrait expliquer ça par le comportement du père de famille qui aurait pu exercer une pression sur ses fils? On a déjà vu ça pour que le secret familial ne soit jamais divulgué. Ça a été évoqué. On a manifestement une personnalité dangereuse, extrêmement inquiétante, d'un homme témoin de Jéhovah qui aurait mis sous coupe réglée toute sa famille, sa femme, autrement dit la mère de ses enfants, ainsi que ses enfants. Mais nous, c'est ce qu'on leur a opposé en disant « Mais attendez, vous avez eu un délai de réflexion entre-temps, 15 ans jusqu'à la découverte du corps, 23 ans jusqu'au moment d'être jugé, et finalement, on s'aperçoit que vous êtes tous dans une posture de défense. » Alors, ils se sont désolidarisés. Le fils qui comparaissait à l'audience a dit que son père était un tyran domestique, qu'il n'était pas du tout surpris qu'il ne comparaisse pas à l'audience parce que c'est un homme qui n'assumait pas sa responsabilité et que finalement, voilà, il avait agi sous coupe réglée. Bon, c'est une explication psychologique des choses, mais pour nous, c'est tout sauf une excuse. Maître, qu'est-ce que la famille de Mohamed Abdelhadi attendait de cette audience? Qu'est-ce que vous aussi, vous en attendiez d'ailleurs? La première chose, c'était un moment de mémoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la famille, dès 2001, a sensibilisé les services de police. C'est pas qu'elle a attendu 7 ans pour déposer une plainte en 2008, c'est qu'ils allaient tous les jours au commissariat. Ils allaient tous les jours à la préfecture pour rappeler que Mohamed avait disparu dans des conditions extrêmement inquiétantes, plus d'activité sur ses comptes bancaires, plus d'activité téléphonique. Eux, ils ont su dès le début qu'il s'était passé quelque chose de grave. Mohamed, il appelait tous les jours sa mère et ils ont compris que ne le faisant plus, ne donnant plus signe de vie, on pouvait supposer une thèse criminelle. Ce qu'il faut dire, c'est que l'institution policière, au départ, a eu une attitude à la fois de mépris, puis ils sont débordés. Ça en dit long sur notre système, c'est-à-dire qu'on n'a pas pris au sérieux cette affaire. Et c'est pour ça que cette audience, 23 ans après, elle avait du sens parce que la famille est venue avec la photo de Mohamed et elle a rappelé sa mémoire. Tous les membres de la famille ont déposé à l'audience. C'est une audience qui a duré longtemps. La justice a consacré du temps. Sur une audience correctionnelle, c'est plutôt rare, mais il fallait que les membres de la famille puissent s'exprimer, rappeler qui était Mohamed et rappeler aussi que personne ne méritait de mourir dans des conditions pareilles. Donc rien que pour ça, cette audience, elle était vertueuse. Merci David Metaxas, merci maître, avocat de la partie civile de la famille de Mohamed Abdelhadi. Merci à Anaïs Keller, rédactrice en chef à bfmtv.com. Et vous continuez à nous suivre, à suivre Affaires suivantes en podcast et sur BFM TV tous les samedis et tous les dimanches de 13 à 14h.